Bonsoir pour cette première émission organisée par le Mouvement Constituant Populaire, cette émission qui va s'appeler le RIC des militants. Cette émission a pour but de donner la parole à toutes les personnes qui, en France, depuis des mois, parfois des années, se battent pour faire reconnaître d'une part que la démocratie en République française, elle n'est pas une réalité, et on le voit bien avec les dérives actuelles, et d'autre part, proposer des solutions pour avoir une constitution qui nous protège davantage, qui nous assure plus de pouvoir jouer notre rôle de citoyen. Et le MCP, donc, se bat essentiellement sur l'introduction dans la Constitution d'un article instituant le référendum d'initiative citoyenne. De nombreux groupes en France se battent sur ce sujet, ont estimé que c'était un combat absolument essentiel. Et dans les mouvements de contestation, dans les mouvements de militants, soit écologistes, soit pro-démocratie, soit écologistes, on a vu de plus en plus des gens prendre conscience que les questions constitutionnelles étaient au centre du débat. Donc cette émission, elle va avoir pour but de faire se rencontrer ces militants, de leur donner la parole, de permettre à vous, les internautes qui nous suivez ce soir sur Facebook, de poser des questions et aussi d'intervenir. Et ce soir, nous avons invité 2 personnes. Amy, qui milite au départ avec les Gilets jaunes de Lorraine et qui a fondé également une association d'entraide, et Kevin, qui lui aussi est un gilet jaune et qui a fondé un média alternatif. Alors, sans plus attendre, je vais leur poser une question. Quand et comment avez-vous pris conscience qu'il était important d'inscrire le RIC dans la Constitution de la République française? Qui est-ce qui veut répondre en premier? Alors, Amy, à toi. Micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir Kevin, bonsoir Sophie. La question du RIC, en fait, moi à la base, quand j'ai commencé le mouvement des Gilets jaunes, je vais dire que je ne connaissais pas. Je connaissais pas qu'on avait le droit d'avoir un pouvoir, qu'on pouvait décider de quoi que ce soit. C'était beaucoup une colère par rapport au pouvoir d'achat, à l'essence. C'était vraiment très évasif, tout ce pourquoi j'étais dans un rond-point. Mais après, au fur et à mesure, en rencontrant des gens, parce que à l'intérieur des Gilets jaunes, il y a vraiment une panel de cultures différentes, j'ai appris et j'ai commencé à comprendre que si le peuple est souverain, entre guillemets, hein, parce que je m'y connaissais pas trop, on pouvait avoir le pouvoir avec le RIC, qui était révocateur, qu'on pouvait, il y avait beaucoup de choses dans lesquelles que je ne connaissais pas. Donc du coup, le RIC pour moi, en fait, au bout de 3 ans de combat, de lutte, de recherche, c'est la seule solution qu'on ait réellement, parce que même si on fait énormément de manifs, on s'investit énormément dans beaucoup de choses, si on n'a pas le pouvoir de décider, au final, on n'arrivera pas à grand chose. Donc j'ai fait beaucoup de réunions, j'ai rencontré des gens comme Morgane qui faisaient des réunions chez lui. J'ai vu des gens bien pensants, des gens que je ne connaissais pas et des gens à qui je n'aurais jamais parlé sans faire partie des Gilets jaunes, parce que c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de rencontrer des gens vraiment intéressants. Et de là, on a découlé que le RIC, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel afin de pouvoir se faire entendre en tant que travailleur, pour moi. Je sais pas. Merci beaucoup. Oui, donc on constate quand même qu'il y a eu une influence
de ce mouvement des Gilets jaunes sur la prise de conscience des questions constitutionnelles. Kevin, est-ce que pour toi, ça s'est fait de la même façon, cette prise de conscience? Non, 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 non. En fait, je pense qu'on ne vit pas en démocratie et très peu de pays vivent en démocratie. Donc la prise de conscience, elle était bien plus tôt. Maintenant, pour instaurer le RIC de cette façon, hein, comme on parle de plus en plus depuis 2 ans, 3 ans, ou même depuis un certain nombre d'années, c'est indispensable pour faire évoluer la démocratie, mais qui ne restera pas pour moi une démocratie parfaite, entre guillemets, dans le monde où on vit. Euh, mais oui, effectivement, il y a eu un essor avec le mouvement des Gilets jaunes. Je parle pas forcément pour moi, mais il y a eu un essor, une envie, on va dire, de développer la démocratie française au travers du référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des travaux sur le RIC et notamment les Gilets jaunes constituants de différentes régions et qui bossent sur la Constitution. Et je trouve ça juste génial. Maintenant, oui, c'est vrai, je connaissais un petit peu le principe avant du référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, il y a mille et une façons de mettre en application et mille et une façons, on va dire, de pouvoir le faire rentrer, que ce soit sur un gouvernement, que ce soit en local, que ce soit en communauté. Après, tout dépend des opinions politiques que vous avez et des fins, quoi, hein. Mais c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et c'est vrai que c'est bien que les gens prennent de plus en plus conscience de ça. Est-ce qu'il te semblait difficile avant, il y a quelques années, de te pencher sur la Constitution? Difficile, oui et non. Je pense qu'il y a toujours des gens qui ont essayé de faire avancer les choses. Maintenant, avec l'élan populaire du mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple. C'est vrai qu'il y a des gens qui y travaillent. Donc c'est assez, je vais pas dire que c'est facile, hein, parce que c'est un combat. Les politiciens mis en place et les oligarques mis en place n'en voudront pas. Enfin, tout dépend comment il est proposé, comment il est fait, encore une fois. Euh, mais c'est non, rien n'est impossible, hein, rien n'est impossible. Mais c'est vrai que là, ça avance de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se retournent de plus en plus sur certains exemples, comme la Suisse, par exemple. C'est ce qui est assez intéressant. Et il y a ce mot, on va dire, de démocratie qui brûle les lèvres de chaque militant, de quelque bord qu'il soit, quasiment. Parce qu'on veut vivre vraiment, la plupart des militants veulent vivre dans une démocratie, hein. Je parle de militants gilets jaunes, hein, gilets jaunes ou ne serait-ce à gauche, on va pas parler de militants fascistes, toutes choses comme ça. Mais, mais c'est indispensable pour pouvoir trouver une démocratie. On peut pas parler d'une démocratie française à l'heure actuelle, on est plutôt dans une démocrature. Ok. Je vais vous demander un petit peu dans votre parcours. Forcément, vous touchez beaucoup de gens, tous les deux. Déjà par les actions militantes, les manifs, etc., les ronds-points, mais du fait que chacun de vous, vous avez créé quelque chose pour aller plus loin. Amy, en créant ta... Ah, elle est plus là, elle va revenir, j'espère. Kevin, toi, en créant ton média, est-ce que tu pourrais nous parler de la création de ce média alternatif? Pourquoi tu l'as créé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Les choses positives ou les choses négatives, ce que ça a occasionné dans ta vie et comment cette création d'un média alternatif qui est le média jaune de Lorraine, mais média libre de Lorraine, comment ça peut conforter l'idée de la démocratie? Alors comment j'ai décidé de créer le premier média, entre guillemets, qui s'appelle Média jaune de Lorraine, qui est amené à disparaître par la censure Facebook. Donc, on a monté une deuxième page qui s'appelle Média Libre de Lorraine. On est beaucoup plus actif dessus pour augmenter la page. Donc, ça s'est créé de par le mouvement des Gilets jaunes, hein, tout simplement. On a commencé à se pencher sur le sujet fin janvier, en voyant, on va dire, les mensonges dans la presse mainstream, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Mauvaise comptabilité
comptage des militants, des actions qui ne sont pas relayées, des violences qui ne sont pas relayées, la voix des militants qui sont déformés. Et c'est vrai qu'on a décidé à l'époque, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'ai décidé, on va dire, d'essayer de regrouper des gens qui prenaient des photos, des gens qui faisaient un petit peu de pige, des gens qui prenaient des vidéos, pour essayer d'apporter, on va dire, quelque chose de sympa pour les militants et pour essayer de toucher le plus grand nombre pour que le milieu des Gilets jaunes se fasse connaître. Donc on a ouvert ce média, donc il a 2 ans là, il a 2 ans, on l'a ouvert le 6 février, on a fêté nos 2 ans à Nancy d'ailleurs en manifestation ce week-end. Donc il a 2 ans. Donc c'est un média qui a bien décollé. À l'heure actuelle, je parle de Média Jaune, donc à 2 ans d'existence, il y a 18 500 abonnés. Sur la page, on a été censuré sur Facebook parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de violences policières et de choses comme ça. Et malheureusement, on s'est fait censurer. Donc restriction de page, on est déclassifié sur la page. Mais à l'époque où la page tournait bien, il y a encore 4 mois avant vraiment de connaître une grosse censure, on tournait entre 500 000 et 1 million de personnes touchées sur les statistiques Facebook. Donc c'est assez sympa et du coup on l'a développé aussi sur d'autres supports, notamment maintenant sur VK, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes. Alors pourquoi avoir monté ce média? Donc j'ai un petit peu expliqué pour contrecarrer, on va dire, la propagande gouvernementale qui est mise en place au travers, on va dire, des médias mainstream, qui la plupart sont financés par des banques ou financés directement par l'État, où les lignes éditorialistes sont complètement bouffées, on va dire, par des gens qui n'ont pas l'âme de militants. On a eu beaucoup de remontées d'ailleurs à l'époque quand on a créé Média Jaune, de personnes par exemple des médias locaux comme l'Est Républicain ou de Républicains Lorrains qui sont des gros canards sur la Lorraine. De personnes qui nous envoyaient des messages en privé en disant merci pour ce que vous faites parce que chez nous on ne peut rien faire. Donc des petits voilà des journalistes ou des indépendants qui travaillaient. Donc à partir de ce moment-là, on se dit c'est sympa, on est assez suivi. Et du coup bon bah ça a donné envie. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté moi personnellement? Pas grand-chose, hormis une satisfaction personnelle à partir du moment qu'on diffuse des images, qu'on arrive à faire partager, on va dire, des articles ou de l'information, ou qu'on donne notre point de vue différent. On a tous un point de vue un petit peu différent dans notre équipe. Ça permet d'avoir un dialogue, on va dire, sur nos commentaires. Donc, on a très peu de censure chez nous, même si ça va à l'encontre de nos publications, on est toujours dans le dialogue. Donc ça c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a coûté? On a fait le bilan là sur les 2 ans. Je parle de l'équipe. On est sur Média Libre, on est 6. Historiquement, on n'est plus que 2 à avoir débuté, on va dire, cette aventure. Alors, si mes calculs sont exacts, on est à 92 heures de garde à vue au total, juste pour avoir filmé et écrit des choses, sans insulte. On est à 10 045 € de frais de justice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On est à 19 auditions libres, 9 procès. Enfin voilà, c'est juste énorme. Et donc c'est mis en place soit par la police, donc les procès, etc., ou soit par les journaux locaux, comme par exemple l'Est Républicain ou Lorraine Actu, qui trouvent la moindre faille lorsqu'on va parler d'eux pour nous mettre à un procès derrière les étiquettes, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Alors qu'en réalité, vous ne faites que décrire, témoigner de choses qui sont réelles, c'est-à-dire d'événements. En fait, vous n'extrapolez pas dans ce que vous dites. Vous êtes objectif. Non, on n'est pas forcément objectif. On peut parler de la charte de Munich, par exemple, qui est la charte journalistique, mais personne ne la respecte concrètement. Vous allumez la télé, tu allumes la télé, tu regardes les journaux, il y a obligatoirement un engagement chez la personne qui va écrire. Un journaliste qui est 100% neutre, je connais pas, en toute honnêteté, et j'en ai jamais rencontré.
Maintenant, effectivement, des fois, on est engagé. Voilà, on a des idées qui sont quand même assez établies. Euh, donc, ça dérange. Ça dérange et on s'engage sur certaines choses. Mais Euh, lorsque vous filmez, par exemple, une manifestation et que vous la commentez, je suppose que vous n'inventez rien. non, 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 c'est pour ça qu'on a différents supports. Écoute, c'est pour ça qu'on a différents supports. Donc il y a une personne généralement qui fait un live intégral de la manifestation. Donc on peut pas dire que les images sont sorties du contexte. Ça c'est super important. Ça permet de sortir des gens de garde à vue aussi. Ça permet de situer les gens qui vont regarder un live, de voir l'ambiance d'une manifestation, parce que à chaque fois on dit que ça dégénère, ou d'une action, hein, ou sur un rond-point, ou sur différents endroits. On a une personne qui prend des photos aussi, donc c'est assez sympa. Et généralement, on fait une vidéo récapitulative. C'est ce que je fais de plus en plus en haute définition. Et ça permet d'avoir, on va dire, la globalité de la chose. Je parle là en manif, par exemple. Ça s'occupe aussi du comptage des manifestants. Parce qu'il y a les chiffres de la préfecture, il y a les chiffres des orgas généralement. On va parler par exemple parce qu'on s'occupe de couvrir les manifestations syndicales aussi, écolo. Enfin, on traite de tout maintenant, hein, tout ce qui est mouvement, on va dire, social en Lorraine. Euh, on essaie de traiter l'ensemble des manifestations ou des sujets. Une manifestation, par exemple, on va compter le nombre de militants, donc ça prend du temps, ça va prendre 2 heures. On va prendre un point fixe et on va calculer l'intégralité, on va dire, du cortège. On va coter un à un les personnes qui sont dans le cortège. Ça nous permet d'avoir un chiffre exact, et souvent bien au-delà de la préfecture et des fois en dessous des chiffres de l'organisation ou des fois au-dessus même des chiffres de l'organe. On essaie d'être dans le vrai, d'être dans le juste, mais Oui, on a un côté militant, on va pas se mentir. oui, oui, mais de toute façon, certainement, tu as raison de le dire qu'un journaliste ne peut pas être totalement neutre. Forcément, il va aussi défendre un point de vue. Et c'est pour ça qu'il, surtout dans le passé, il y avait des journaux qui avaient des orientations très très claires, très nettes. Euh, Aujourd'hui, on a une uniformisation des grands médias et ça, c'est très dangereux parce que justement, les gens qui sont devant leur télévision ou qui lisent les journaux les plus importants n'ont finalement presque qu'un seul son de cloche. Mais ça dérange Alors énormément, hein. on se rend compte C'est-à-dire que que si on regarde ce qui se passait au 19e siècle ou début du 20e siècle, il y avait des journaux qui étaient extrêmement différenciés et finalement, en fonction du journal qu'on lisait, eh bien, on bien sûr. avait une vision beaucoup plus large, beaucoup plus panoramique. Et Mais pour toi, la question que je voudrais te poser justement par rapport à ça, c'est que, bon, on parle du RIC, mais si on devait véritablement se donner les moyens d'avoir une véritable démocratie dans ce pays, il faudrait travailler sur une autre constitution. Et je suppose que dans cette constitution, il faudrait impérativement développer quelques articles destinés justement aux médias et à la façon dont les médias devraient être contrôlés par des citoyens et peut-être même des citoyens tirés au sort ou en tout cas tournant pour éviter toute corruption. Qu'est-ce que tu en penses? alors, là-dessus, on est bien d'accord, hein. Juste un petit point pour donner la répression qu'on a, hein. Donc, on se fait tirer dessus en manifestation, que ce soit Grenade ou LBD, hein, ça arrive régulièrement. Là, par exemple, à Nancy, on a des cartes de presse, hein, donc des cartes de presse officielles, c'est des vraies cartes de presse. Mais on nous empêche de bosser, par exemple, on nous empêche d'accéder sur les manifestations avec nos EPI, nos équipements de protection. Ça nous permet de bien respirer le gaz et de ne pas filmer, on va dire, certaines choses. Là, j'ai filmé une interpellation, je me suis pris des coups de matraque. C'est assez régulier. C'était juste le petit point, le petit point en plus. Maintenant, le contrôle des médias par le peuple, ça doit être c'est indispensable à mon sens. Des gens comme Bolloré ou Drahi, qui détiennent, on va dire, les plus gros médias français, c'est des gros industriels. Il y a forcément une orientation derrière. À l'heure actuelle, j'ai écrit un article, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a juste à se pencher sur la crise de la Covid. Donc, on n'est pas là pour parler de la Covid, on est là pour parler du RIC, hein, mais qu'est-ce que vous voyez à l'heure actuelle à la télé? C'est que ça. Et on se pose la question, et je me suis posé la question, et j'ai rédigé un article il n'y a pas si longtemps que ça, sur l'impact écologique, par exemple, qu'il y a vis-à-vis de la Covid. Donc, j'ai mis ces deux chiffres
ensemble. Et on voit qu'à l'heure actuelle, il y a eu, je crois qu'il me semble de mémoire, hein, parce que j'ai écrit ça il y a 15 jours, il y a eu 2 millions de morts donc dans le monde depuis un an. Et il y a 6 millions de morts, il y a 6 millions de décès dus à la pollution et au réchauffement climatique. Et c'est juste intolérable qu'on n'en parle pas H24. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Un média qui serait détenu par des citoyens tirés au sort ou pas au sort, etc. Enfin, moi, je suis pour l'abolition de l'État, donc tu sais, moi, c'est un peu compliqué. Mais si on reste, on va dire, sur un État, des citoyens tirés au sort tous les mois qui permettent d'avoir un regard sur ce média pour éviter qu'il y ait des dérives et des propagandes, on va dire, pro-capitalistes, etc., etc., ce serait juste excellent. Ça pourrait être une des solutions. Ça pourrait être une des solutions. Maintenant, pour revenir dans les journaux, comme tu disais, on a vu la presse libre se faire attraper hein, au 19e siècle et puis même au début du siècle. Hein. Il y a eu les lois scélérates, par exemple, qui ont empêché quand même pas mal de journaux de se mettre en place. Là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de journaux qui sont en train de mourir faute de moyens. La presse papier elle est en train de mourir. L'État n'aide quasiment plus. Il faut savoir aussi qu'il y a la distribution de papier qui était détenue par l'État, qui a été privatisée. Il y a des énormes plans de licenciement dans la distribution de la presse. Ça veut dire qu'il y a certains petits kiosquiers qui n'ont plus certains journaux. Donc à l'heure actuelle, tu vas même plus trouver des journaux comme Le Monde, comme Valeurs Actuelles, comme enfin voilà, les petits journaux ne sont quasiment plus distribués. Donc on est en train de restreindre l'apport, on va dire, médiatique. C'est ça, on l'uniformise hein, complètement. Exactement, exactement. Je vais peut-être poser une question à Amy, parce qu'elle est revenue Ouais, parmi ouais. nous, donc j'en profite. Hein. Euh, Amy, au travers de ton travail avec l'association Toutes Solidaires Grand Est, où vous faites des opérations d'entraide, particulièrement importantes en ces temps de Covid, justement, est-ce que toi, auprès des publics que tu touches par le biais de ton association, tu ressens que les gens ont pris conscience qu'il fallait réfléchir à la démocratie? Est-ce que vous en parlez avec les publics auxquels vous êtes confrontés? Alors, j'aurais envie de dire non, parce que la première partie des gens que je touche dans mes actions avec la solidaire, c'est les jeunes qui ont faim, ou alors des émotions froides, et personnellement, ils y croient plus, quoi. Donc, c'est compliqué de vendre quelque chose qui les a lâchés, et je les comprends. Mais, au travers de nos activités, franchement, Alors, non. il y a ton son qui n'est pas terrible, je ne sais pas pourquoi. Tout Ouais. à l'heure, c'était bien. Ton son n'est pas terrible. Est-ce que ça va mieux là? Ah, Et là, essaye. 1, 2, 1, 2. Oui, ça va. Très bien. Et toi, au sein de ton association, les autres militants que tu Bon, as dans avec ton association, est-ce avec que les militants je suis sans les gens bosser, mais les gens qu'on touche, non, quoi, parce que ils sont dans la rue, ils sont en galère et ils y croient plus, quoi. C'est légitime. Oui, oui, c'est ça. Donc, en fait, on peut considérer que les gens qui sont le plus en précarité, des chômeurs, peut-être des étudiants qui sont dans des situations très difficiles, des publics défavorisés, eux n'ont pas encore tout à fait accès à cette réflexion, à cette prise de conscience. À votre avis, tous les deux, comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire en sorte que ces publics qui sont en difficulté, qui sont ceux qui auraient le plus besoin d'un changement positif, se rendent compte qu'ils peuvent se battre pour quelque chose qui pourrait éventuellement vraiment améliorer leurs conditions et surtout celles de leurs enfants. Est-ce que vous voyez des pistes pour pouvoir aiguillonner un petit peu cette conscience
Qui est-ce qui voudrait répondre? Vous faites un petit geste. Vas-y, je vais te répondre. Ah, alors Kevin. Je vais commencer. Non, mais elle a tout à fait raison, Amy. C'est vrai que c'est très compliqué pour rencontrer de bon nombre de militants dans la rue tous les samedis ou tous les jours de manifestations où je couvre les événements. Des gens qui ont faim. J'ai eu encore cette discussion-là il y a pas très longtemps avec la co-organisation des marches des libertés. Des gens qui ont faim ne vont pas s'intéresser en priorité à la démocratie ou aux libertés. Ils vont chercher avant tout à se nourrir. Et c'est vrai que ça va passer en second plan. Ça, il faut pas l'oublier. Je l'ai entendu, pourtant je dis, mais la liberté, c'est le droit le plus cher qu'on puisse avoir. Et c'est vrai que c'est compliqué de parler à quelqu'un qui a faim, de dire oui, mais bon, il faut instaurer une constitution, etc. C'est très, très, très compliqué. Maintenant, comment les sensibiliser? Bah, il suffit de leur en parler de temps en temps, je veux dire, et au fur et à mesure, en leur disant, bah, écoutez, si tu as faim, il faut faire bouger les choses directement au niveau de l'État, et c'est toi qui dois être décisionnaire de tes choix. La plupart des gens qui sont dans la détresse ne croient plus aux politiques, ne croient plus en rien, et la plupart ont baissé les bras. Des gens que je rencontre, hein, même pas forcément des militants. Et c'est vrai que pour leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu te renseignes, ils sont complètement découragés. Ils sont complètement découragés. C'est pour ça qu'il faut des gens comme vous, là, qui essaient de faire avancer ce débat, parce que ce problème-là ne viendra peut-être pas forcément de la base, à mon avis. Pour rencontrer des gens très régulièrement. Kevin, ça voudrait dire que si on devait faire un changement extrêmement important, voire même une révolution, cela ne se ferait pas avec les gens les plus modestes et les plus précaires. C'est quelque chose qui ne pourrait se faire finalement qu'avec des classes entre guillemets moyennes, ce qui a été le problème de la récupération de la révolution de 1789, puisque finalement, c'est pas tellement le peuple qui a fait cette révolution, c'est les bourgeois. Alors, est-ce que tu peux dire que c'est finalement quasiment une impossibilité que les gens qui sont le plus dans le besoin ne peuvent pas se permettre de faire la révolution? C'est ça que ça voudrait dire? C'est pas ça. Je te parle là du problème de constitution et du problème politique. Maintenant, il suffit de voir le nombre de SDF ou le nombre de chômeurs que tu as parmi les gilets jaunes. La grande majorité, ce sont des travailleurs pauvres. Ce sont des travailleurs pauvres. Il y a beaucoup de chômeurs aussi qui sont RSA, etc. Mais la très grande majorité, ça reste quand même des travailleurs qui sont pauvres, mais qui essaient de s'en sortir et essaient quand même de se raccrocher à ça. Donc, tu vois, c'est pas. Il y a beaucoup de personnes, à partir du moment que tu arrives dans une extrême précarité, tu n'as plus la force de sortir. Sur les manifestations, je pense qu'Emile peut le confirmer, on passe près des SDF. Il y en a énormément en ce moment, il y en a énormément et de plus en plus, ce sera pire en pire. Ces gens-là n'arriveront pas à se lever et manifester avec nous. Ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Et ce que je veux dire, c'est que des gens qui sont borderline, bah, ça va leur passer pas derrière la tête ce truc-là, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc je dis pas que il faut pas que ce soit les bourgeois qui prennent cette initiative, mais généralement c'est les classes moyennes. Je dis bien généralement, attention, qui s'occupent de ça. Et c'est vrai que c'est triste et c'est malheureux. Mais s'il y a une révolution, à mon sens, et là tu parles vraiment de révolution, je pense qu'elle viendra du bas, parce que là on va connaître une période très très compliquée. C'est déjà très compliqué. On a déjà récupéré 1 million de pauvres en un an. Il y a des gens qui auront bossé sur cette constitution, il y a des gens qui auront bossé sur ces choses-là. Et c'est à ce moment-là, quand il faudra réécrire et quand il faudra écrire les choses, qu'il faudra leur proposer. Ou commencer à les informer au fur et à mesure. Ils se diront, oui, mais eux, ils ont bossé, c'est très bien, ils savent de quoi ils parlent, et là, on le met en place. À l'heure actuelle, moi, je vois ça comme ça, pour discuter depuis 2 ans avec des gens qui sont dans la précarité ou des gens qui bossent, que ce soit des constitutions du 93 ou même vous ou ailleurs.
c'est le même problème partout de toute façon, hein, et je pense que oui, s'il y a effectivement il y a révolte, ça viendra vraiment de la base. Ça sera pas forcément la classe moyenne, puisque la classe moyenne, elle est complètement dynamitée, hein, on va pas se mentir, hein, la classe moyenne va devenir la classe pauvre. Oui. Mais ça viendra, on va dire, de cette pauvreté, et c'est effectivement les gens qui ont travaillé déjà en amont sur ce problème démocratique qui pourront la proposer à cette classe populaire ou pauvre pour pouvoir la mettre en place. C'est ce que je pense, tout du moins. Oui, oui, je comprends très bien. Et Amy, peut-être dernière question avant qu'on voit un petit peu les réactions et les questions des internautes. Si je pourrais te demander, est-ce que dans les conditions actuelles, les circonstances actuelles, sur un plan d'organisation de la société, est-ce que tu aurais un souhait particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait vraiment à cœur et que tu aimerais voir véritablement comme une priorité dans les débats et dans les luttes? Alors déjà, je vais rejoindre ce que disait Kevin tout à l'heure, que les gens qui sont au bout du gouffre, ils vont pas pouvoir se battre, que toujours en train de dire la classe moyenne, la classe intelligente, la classe en fait, c'est pas tous les gens de bonne volonté qui arriveront à se battre contre ce système, parce que un système, on en aura toujours un. Le RIC est une solution pour pouvoir nous donner un pouvoir, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on est en train de se battre, on s'y perd un peu, on s'y est un peu perdu. Et c'est vrai que c'est compliqué pour des gens qui sont au bout du gouffre, que leur seule pensée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui. Quand on leur parle du RIC, ça leur passe au-dessus. Et c'est complètement légitime. Pour avoir été un peu dans la galère, moi, quand j'étais dans la galère, le seul truc qui m'a coûté, c'était de pouvoir manger. Mais je pense qu'en fait, il faudrait que ceux qui ont de la thune, je suis désolée de parler comme ça, aident plus les gens qui sont volontaires comme Kevin ou comme moi je l'ai été, parce que personnellement, j'ai peur des problèmes judiciaires comme Kevin a eu, pour se battre. Je t'ai rencontré Sophie sur le macadam. C'est quelqu'un pour moi qui est une tête pensante du mouvement. Et ça, c'est une richesse. On s'est retrouvé au parc Maringer à écrire la Constitution, alors que des fois, tu me disais des trucs, j'y comprenais que dalle. Mais c'était tellement intéressant parce que j'avais envie de comprendre, j'avais envie de savoir pourquoi j'en étais arrivée là, que j'étais plus sortie par cet état alors que je travaillais. Ça se gonflait, quoi. Je vois des gars comme Kevin qui mouillent sa chemise, qui vont prendre des photos, qui vont se prendre des coups de matraque et qui veulent montrer une autre vision que ce qu'on a à la télé de la droite et d'extrême droite avec BFM et ces news de merde. Pardon, hein. Mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Moi, à cette heure-ci, je fais des petites pancartes et je les colle dans la rue. Il y a des gens qui les décollent. Je sais plus comment faire pour pouvoir toucher les gens. Parce que je sais pertinemment que même si on arrive à avoir un père 3 qui va venir une fois nous faire une petite vidéo ou les républicains qui fera l'article, au final, on touchera pas les gens, on touchera pas. C'est la plupart des gens qui sont comme nous ne regardent même plus la télé parce qu'ils y croient même plus. Ils regardent même pas les journaux, Facebook, ils s'en foutent. Donc, oui, mais en ce moment, il y a plus de concert, il y a plus rien. Qu'ils ne regardent plus la télé, c'est peut-être pas si mal. On est obligé d'analyser quand même. On est quand même obligé d'analyser ce qu'ils disent de temps en temps. Franchement, je ne regarde plus. Mais le peu que je vais zapper pour pouvoir mettre mon truc d'Alaska, je vais entendre n'importe quoi. Et je rejoins Kevin quand il dit qu'il nous faut une presse indépendante, et même toi, Sophie. Et c'est pas dans les médias avec la télé, parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas de sous, on est zéro, on vaut rien. Ben ça, c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai, quoi. Et on a les panneaux d'affichage libre qui sont disponibles parce qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien. Et je me rends compte que même là, on n'est pas capable de le faire, quoi. Moi, ça me fout les boules. Ça fait 2 ans que je dis qu'il faut mettre des affiches là-dessus. Quand j'en ai, on me les arrache. Bien sûr. Donc, moi, je suis d'accord avec Kevin. Kevin, il ne prend pas la gueule. Il en est à 10 000 euros d'amende, des procédures et tout.
Mais au final, mon voisin qui va penser comme lui n'est même pas au courant. Bien sûr, Donc, mais c'est pour ça que ce pouvoir est fort, c'est-à-dire qu'il agit sur ces leviers-là et il sait parfaitement bien ce qu'il fait parce que ils ont oui, des théoriciens de la soumission. C'est parfaitement calculé tout ça. Alors on va peut-être passer aux questions. Si Anne et Jérémy, qui ont observé ce qui se passait sur Facebook, ont des choses à nous faire remonter, des témoignages ou des questions, soit qu'elles soient posées à moi en tant que référente du MCP, soit qu'elles soient posées à nos invités, on va leur laisser la parole. Alors, qui la prend? Ok, c'est moi, Anne, qui vais commencer. Alors, j'ai relevé Ben Barizi qui nous dit autonomie, décroissance et résilience locale. Le seul moyen, c'est de consommer le moins possible. Donc, est-ce que vous croyez que c'est un moyen de lutter contre le système actuel et de recréer un système différent en consommant moins? Moi, je pense qu'il faut consommer différemment, mais c'est mon avis perso. À vous. Oui, effectivement, enfin, consommer moins. On vient de parler avec Kevin et Amy de gens qui sont dans la précarité. On va avoir de plus en plus de gens très pauvres. D'une part parce que on est dans une situation d'effondrement économique et financier. La crise sanitaire du Covid a masqué l'effondrement financier qui était annoncé. Hein. Il y avait quand même un krach qui était annoncé. Et de toute façon, cette crise financière et cette crise sanitaire, elles vont faire de très gros dégâts. On va avoir des faillites en masse, on va avoir des gens au chômage, ça va être épouvantable. Je ne pense pas que les gens très nombreux qui sont dans la précarité, on va pouvoir leur dire qu'il faut consommer moins. Je crois que la sobriété, effectivement, il faut la rechercher. Mais le problème, c'est que notre société est construite de telle façon qu'on soit amené à consommer, dépenser. Donc, il me semble que, encore une fois, le fait de conquérir la démocratie fera que les gens feront des choix différents. On peut même parler des revenus inconditionnels ou dividendes inconditionnels, ça peut être des solutions, mais consommer moins, certainement pour les plus riches, et dans les pays les plus riches, sur des aspects un peu luxueux, probablement, mais vraiment pas seulement. Alors, je ne sais pas, Amy ou Kevin, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Prends la parole, Amy. Vas-y. Ouais, sinon tu vas, Kevin. Bah, écoute, moi, depuis que tout ça, ça a bougé, qu'on sent un petit peu la galère arriver, on sent bien que les gens consomment de toute façon différemment. On n'a pas le choix et il faut voir autrement. Mais si on parle, moi, oui, moi, j'ai changé ma façon de manger. Mais celui qui a des sous, ça sera toujours la même. Moi, je vois mon voisin, ça change rien du tout à sa vie. C'est bien pour lui, il gagne bien sa vie et je suis content pour lui. Mais en attendant, son mode de consommation, à lui, il va pas changer. Moi, je vais en prendre conscience parce que je me rends compte que déjà, écologiquement, c'est catastrophique. Et économiquement aussi, bah, ça tape dans le portefeuille, c'est compliqué. Mais la personne qui a les moyens, et c'est très bien aussi pour elle, parce qu'il ne faut pas tous qu'on soit dans la galère. Hein, ce serait mieux qu'on soit tous bien. Mais ils changeront pas leur façon de consommer. Après, oui, c'est à nous de changer, de se dire, de faire des jardins, partager, de cultiver. Mais même ça, j'ai l'impression que ça a du mal à démarrer. Mais je pense que ça peut prendre. Mais comme disait tout à l'heure Kevin, celui qui est dans la galère, il n'a pas envie de retourner la terre et faire pousser la graine. Et celui qui a des sous, eh ben, il va aller acheter dans le centre commercial. Ça sera encore toujours nous
ces têtes bien pensantes, hein, je ne veux pas forcément dire ceux qui n'ont pas de sous, mais ceux qui ont une autre vision de la vie, qui vont faire ces changements, alors que 70% comment qu'on dit, 70% de ce qui, c'est pas nous qui faisons le boulot, c'est ceux qui ont les moyens, et ceux qui ont les moyens, ceux qui ont jamais connu la galère, ne feront pas ce travail-là. Donc c'est toujours le même problème, quoi. Il faudrait sensibiliser, mais sensibiliser comment, ça je sais pas. Ok, ben, merci beaucoup. Kevin, très très court parce qu'il y aura sûrement d'autres questions. Je vais faire très court. Je pense que le problème, ne vient pas de nous, en fait. C'est pas de moins consommer. Déjà d'une, ça va être de moins produire. On est sur l'hyperproduction à l'heure actuelle, où Voilà, on pousse les gens à consommer. Donc changer de méthode, de mode de consommation, certes, on peut moins consommer, mais il faudrait peut-être voir aussi avec les industriels et les puissants qu'ils arrêtent de nous envoyer, on va dire, de la bouffe en permanence. Il y a un gaspillage alimentaire qui est juste énorme. On pourrait nourrir le globe entier, rien qu'avec les déchets de l'Europe. On pourrait aussi également arrêter, on va dire, les publicités en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit, comme tu disais, Amy, en permanence en ville, où on va te faire un lavage de cerveau pour que tu consommes. Il faut que ça vienne de là, en fait. Hein, ça va être relativement simple. Et à partir du moment qu'on arrive à éradiquer toutes ces choses-là, on pourra peut-être commencer à reconsommer en local et à se recentrer et arrêter de commander n'importe quelle connerie qui vient de Chine par le biais d'Amazon, qui pollue, qui ne paye pas d'impôts et qui exploite, on va dire, les travailleurs. Voilà, Ouais. c'est essayer de faire court. Merci Kevin, très juste. Y a-t-il d'autres questions, Jérémy et Anne? Je reviens, en fait, il y a pas vraiment d'autres questions, il y a un petit peu des réflexions. Oui. Alors, la dernière réflexion que j'ai, c'est il y a des gens qui sont absolument d'accord. Il faut absolument mettre un terme à cette surconsommation. Ça, c'est ce que j'ai eu dernièrement. Et personnellement, je pense que la question qui suivrait, c'est alors comment fait-on pour interpeller ces gens qui ont les moyens? C'était une question que je voulais poser à toi et à Amy et à Kevin. Comment pourrions-nous faire? Effectivement, c'est compliqué. C'est le rôle de l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça ne veut pas dire simplement une information qui s'adresse aux gens les plus précaires ou les plus en galère, comme dirait Amy. L'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple, c'est-à-dire c'est le boulot qui ne se fait pas actuellement dans les grands médias, c'est le boulot qui ne se fait pas au sein de certaines structures d'enseignement, c'est d'essayer de réfléchir à l'organisation de la société et de faire prendre conscience des dysfonctionnements qui ont été induits par une société qui repose sur deux piliers fondamentaux qui sont concurrence, profit. Si vous réfléchissez vraiment à la façon dont nous vivons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout est régi, en fait, sur le plan sociétal, sur le plan économique et politique, tout est régi par rapport à ces deux axes. Concurrence, profit. Voilà, c'est les maîtres mots. Je crois que philosophiquement, nous devons remettre en question ces deux piliers. Est-ce que mes invités ont une idée sur la façon d'interpeller les gens qui ont plus les moyens? Hop, moi. Ah, Amy. Ouais. Moi, je pense qu'il faut taxer dans le portefeuille. À chaque fois que quelqu'un achète un colis qui vient de 5 000, 10 000 kilomètres, on paye 1 euro et cet euro, il va pour le local. Moi personnellement, franchement, je trie. Je vis dans un 50 mètres carrés. Je trie tout. J'ai mes poubelles à côté de mon canapé. Et quand je vois mon voisin qui commande sur Amazon 10 ou 12 fois par mois, je me dis, purée, si on le taxerait juste de 1 euro à chaque fois qu'il commande et qu'on le mettrait dans le local pour pouvoir faire quelque chose de correct, pour pouvoir manger correctement dans les cantines
ou pour pouvoir apprendre aux gens, réapprendre aux gens à cultiver ou autre chose que de regarder la télé et de commander comme on nous habitue depuis des décennies à consommer, eh ben, moi, je dirais que ça serait déjà un petit plus pour nous parce que tout est question quand même d'argent. Ceci dit, ça implique que nous relocalisions certaines productions. Parce que malheureusement, notre pays ne produit plus certains objets, ne produit plus certaines substances. Regardez les questions de vaccins, Justement, c'est ça, hein, les masques et compagnie. Ben, je veux dire, c'est grave, c'est-à-dire qu'on a cassé un justement, on industriel. serait quelque chose qu'on n'arrive même plus à produire. On produit même plus de machines à laver. On est 67 millions en France. On produit même plus une machine à laver pour nous, quoi. Donc, ouais, arrive un moment, si on n'est plus capable de faire quelque chose, quand quelque chose revient dans notre commune, hein, je parle de notre commune, après c'est au choix des maires, parce que c'est tellement un business. Quand on se dit de gauche, maire de gauche, et ben à ce moment-là, quand il y a un produit qui vient de l'étranger, ça prend 1 € et puis on le met dans le local. J'ai l'impression des fois quand je dis ça à mon maire d'être la bête noire du village, quoi. Kevin, tu avais une idée là-dessus? Moi, je suis assez radical dans mes idées, hein, tu le sais. Tu peux juste redire le truc parce que je vous ai suivi toutes les deux. Alors, tu peux reformuler la question parce que j'ai tellement de choses à dire. Oui, c'était sur le fait que la consommation et comment on pouvait sensibiliser les gens qui avaient les moyens, justement par rapport d'une part à la consommation et d'autre part par rapport à l'organisation de la société. Alors, je suis entièrement d'accord avec Amy sur le sujet. D'ailleurs, ça avait été évoqué durant le mouvement des Gilets jaunes et durant les revendications. D'ailleurs, même les premières revendications qui avaient été déposées à l'Élysée, je crois que c'était dans les premières semaines, les trois premières semaines, par une délégation. La taxation des produits luxueux, d'une part, c'est-à-dire une augmentation de la TVA sur tous ces produits. Et enlever, on va dire, la taxe, donc une TVA à 0%. Malheureusement, on est en Europe, donc on ne peut pas mettre une TVA à 0%, mais mettre une TVA très réduite sur des produits locaux. Et encore une fois, sensibiliser, on va dire, les riches, c'est assez compliqué parce que quand on voit des Leonardo DiCaprio qui sont sensibilisés, qui se battent pour l'écologie et qui font des allers-retours en jet privé pour faire des conférences justement sur l'écologie, moi ça me fait marrer. Donc se sensibiliser, il faut uniquement taxer, on va dire, tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui est produit, on va dire, de première nécessité, il faut les détaxer. Et tout ce qui est superflu, que ça peut aller de la télé à j'en sais rien, au dernier téléphone ou je ne sais quoi, c'est taxation. Bien entendu, il va falloir réindustrialiser le pays et surtout produire des choses par nécessité, parce qu'à l'heure actuelle, on produit des choses, pour moi, c'est du superflu. Un humain, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un toit, il a besoin de se nourrir, tout simplement, et de boire, quoi. Il faut arrêter, on va dire, on est dans un monde, ce que je disais tout à l'heure, il faut abattre ce système-là. Maintenant, de quelle façon, chacun a ses idées. Moi, la mienne est clairement ancrée dans ma tête, mais que ce soit d'une façon démocratique ou autre, il faut l'abattre de toute façon, parce qu'il va y avoir un effondrement, on va dire, de notre culture, on va dire, de notre système. Et au bout d'un moment, il va falloir prendre le taureau par les cornes et puis se dire, il faut arrêter un petit peu les conneries. On va rejardiner, on va reproduire. On est un des pays comment dire, un des meilleurs producteurs agricoles en Europe. Donc on a de quoi manger, on sait faire dans le bâtiment. Maintenant, à quoi bon avoir la dernière technologie, je ne sais quoi, qui vient de Chine ou qui vient des US. C'est pareil, on parle aussi justement des vaccins et ces trucs-là. On a des très très bons chercheurs en France, mais il faut-il encore que ces laboratoires soient pas privatisés, soient le bien de tous. Oui, il y a des chercheurs qui ont été formés en France et qui sont partis à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas de débouchés pour leurs recherches, notamment en recherche fondamentale en France. Je suis bien placée pour le savoir parce qu'il y en a plusieurs dans ma famille qui sont partis outre-Atlantique. Anne et Jérémy, y a-t-il d'autres? Ah, je vois que oui, il y a une question là.
qui apparaît sur le chat. Comment faire en sorte que l'égalité de droit devienne une égalité de fait? Autrement dit, comment faire disparaître les privilèges des puissants et garantir les libertés fondamentales de tous? On sent la question de professeur, là. Salut, Christine. Oui, bien sûr, mais je crois que là, vraiment, on touche à une chose essentielle qui est la philosophie d'une civilisation. Et cette philosophie de civilisation, pour qu'elle puisse se développer, en partant de là où on est tombé assez bas quand même, hein, sur le plan de la réflexion, eh bien, il faut impérativement avoir une constitution qui garantisse des droits, des libertés, une organisation sociale avec tous les garde-fous pour empêcher que le pouvoir ne soit confisqué par toute ou partie de la société, et une constitution qui protège les individus, qui leur permette d'accéder à la connaissance par l'enseignement, mais aussi par des médias contrôlés et non pas par des milliardaires. Et à ce moment-là, je pense que tous les citoyens pouvant fonctionner par des assemblées locales, débattre librement, chacun ayant la capacité de prendre la parole, chacun pouvant exprimer sa créativité politique dans le bon sens du terme, à mon avis, l'égalité de fait, elle finira par arriver. Il faudra peut-être 1 ou 2 générations pour que ça devienne quelque chose d'assez naturel dans cette nouvelle civilisation. Mais je crois vraiment que nous avons besoin de nous doter d'un outil qui protège les individus contre le déni de démocratie, contre les abus de pouvoir, contre les privations de liberté. Et ça veut dire, pour moi, une nouvelle constitution. Que ce soit une nouvelle constitution qui se créera une fois que le RIC aura été inscrit dans la Constitution, ou que ce soit une constitution provisoire de transition qui sera imposée par un mouvement populaire très fort, ce qui peut toujours arriver. C'est pas forcément probable, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, il va falloir un texte constitutionnel qui nous amène à penser la société et la politique autrement. Je crois que vraiment, on ne peut pas faire l'économie de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Kevin ? Le souci réside, à mon sens, on parle de constitution, de choses comme ça. Je vais faire un petit peu de politique, je suis désolé. Je vais exprimer un petit peu mes idées. On est 67 millions de personnes en France. Une constitution ne plaira jamais, on fera jamais l'unanimité avec une constitution pour 67 millions de personnes. Tout doit s'écrire, à mon sens, en commune ou en quartier. On doit être autogéré, à mon sens. Moi, l'avenir, c'est comme ça que je le vois, en toute honnêteté. Hein. Mais tu peux très bien avoir une constitution. En fait, je pense que c'est libertaire. Vous avez assez. Je pense que oui, mais tu peux très bien avoir une constitution qui favorise l'expression locale et la décision locale. Ça peut tout à fait être inscrit dans la constitution, ça. Bien entendu, mais comme je te dis, de toute façon, moi, dans mon idée, c'est l'éradication des États. Oui, mais on est bien d'accord que l'anarchie, c'est la phase ultime de la démocratie. Bien entendu. Et ceci dit, partant de là où on est actuellement, on ne peut pas construire ça de but en blanc, c'est impossible. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire pas à pas. Ah bah oui, non, il y a un boulot de réflexion qui est juste énorme. Mais comme je te dis, c'est changeons déjà le local avant de s'attaquer au national, à mon sens. Le problème, c'est que le local dépend non seulement du national dans ce pays pour l'instant, mais dépend beaucoup du supranational. Et c'est cette organisation internationale qui a pour but de supprimer les États-nations
qui nous emprisonne de plus en plus. Donc, il faut qu'on s'en occupe aussi. Ah bah, tu sais, moi, m'occuper, attention, comme je vous ai dit, hein, je suis assez radical, hein, je suis pas pour la violence, mais je suis pour un éveil très rapide, on va dire, des choses. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui ont des enfants, sans doute ici. Euh, Ils pourront pas attendre 2 générations ou 3 générations, c'est pas possible. Mettre en place ça dans 2 ou 3 générations, on aura déjà récupéré, je ne sais combien de degrés, 3 degrés, je crois, quelque chose comme ça, ou 4 degrés. On va avoir des migrations, on va dire, Oui, oui. des peuples. Je parle de migration, hein, je parle pas de réfugiés, parce qu'à l'heure actuelle, on a des réfugiés politiques. Oui, oui. Ça va juste, c'est juste dingue ce qui va se passer. Donc, effectivement, à mon sens, c'est les gens où ils habitent, c'est par affinité, c'est par région, c'est par choses comme ça, où il faut se couper, entre guillemets, du monde et refuser tous ensemble, dans la globalité de la France ou même d'ailleurs d'Europe, que les gens commencent à se réveiller et refuser, on va dire, et mettre fin à toute cette connerie et cette mascarade. Je suis désolé pour les mots que j'emploie, mais c'est vraiment Ouais, ça. non. C'est vraiment ça. On n'a plus le temps. À mon sens, on n'a plus le temps. On n'a plus Ah le ben, temps de. c'est sûr On a qu'on plus. n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Amy, tu voulais parler. Ouais, parce que en fait, je comprends ce que veut dire Kevin, parce qu'on en a vraiment ras-le-bol. Je conçois très bien ce que tu veux dire, Kevin, mais on a des gens qui pensent différemment et il faut faire avec tout le monde. Moi déjà, je serais d'avis qu'on supprime l'ENA et que les IRA qui existent euh, euh, travaillent sur chaque besoin de chaque région. On en a 5, à chaque région son problème et déjà qu'on supprime cet ENA qui est en train pas pour moi, qui est pour moi la gangrène du pays. Parce que dans tous les cas, même si je suis d'accord avec Kevin sur certaines choses, on aura toujours besoin d'un système qui va gérer l'assainissement, la nourriture, tout ça. On aura toujours besoin de ça. Et moi, personnellement, je pense que, comme il dit, on est 67 millions en France. J'ai connu énormément de gens en manif. Et il y a énormément de gens qui sont compétents et qui sont sans conflit d'intérêt ou qui ont vraiment une envie que ça soit meilleur, qu'on vive de façon meilleure en France. Après, l'Europe, tout ça, on pourra jamais se battre. C'est pas parce qu'on va porter un chasuble pendant 3, 4, 5 ans dans la rue qu'on va changer ce truc-là parce qu'on n'a pas les moyens de les combattre. Mais je me dis que si nous, pendant le grand débat, j'ai fait partie de la collégiale, on avait demandé que l'ENA n'existe plus et l'autre Tartuffe, il a dit, ouais, on va le mettre encore plus beau. Mais cet ENA, pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui sont déconnectés de la planète. Même si tout le monde les idolâtre dans les gens qui ont les moyens, En fait, c'est un organe de reproduction d'une certaine catégorie, d'une certaine caste. C'est tout. oui, voilà. Mais je pense que si il nous faut des gens bien pensants dans les IRA qui travaillent de façon régionale, qui disent bon bah nous on a besoin de ça ici et là, on a besoin de ça. Puis c'est normal. On est 67 millions et on va être encore plus bientôt. Mais tant qu'il y aura ça, tant qu'il y aura l'ENA, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On voit bien comment que ça se passe avec Cochet, Freslinard, Macron, Blanquer. Tous ces gens-là sortent de là-dedans et c'est une usine à gaz pour nous, quoi. Donc, on a besoin d'un système. Ça, pour moi, c'est une obligation parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui ont envie d'un système parce qu'ils payent des impôts et c'est comme ça. Il faut faire avec tout le monde. Mais à ce moment-là, nous, quand on a des solutions, il faut pas qu'on soit bridé et brimé, quoi, parce qu'on s'en prend plein la gueule. Du moment que tu veux mettre des carottes à Pétaouchnek, tu t'en prends plein la tronche. Donc, il faut vraiment, pour moi, que l'ENA, ça n'existe plus dans ce système, parce que niveau européen, on n'est rien. Donc finalement, tu vois, quand je te posais la question tout à l'heure, est-ce que tu as un souhait particulier? Voilà la réponse à la question. Voilà. Plus l'ENA. Je vois dans le chat une question. La fin des privilèges. Oui, je vois une question sur pourquoi le MCP soutient le Gouv. Alors bon, on n'est pas trop dans cette émission là pour discuter des stratégies des différents collectifs qui
qui constitue le MCP. Mais juste parce que cette dame a mis cette question, le GouV, c'est un collectif parmi d'autres. Je ne sais pas si le MCP soutient le GouV ou si seulement certains membres du MCP soutiennent le GouV. C'est peut-être une question qu'il va falloir creuser en interne, c'est juste. Pour mémoire, le GouV, c'est un collectif avec des gens qui veulent reconstituer une sorte de gouvernement avec des ministres. Finalement, ça ressemble assez à ce que nous avons actuellement. Donc, je comprends que cette personne se pose la question, mais je ne peux pas leur donner de réponse ce soir là-dessus. Je n'ai pas d'idée précise. Pour terminer l'émission, y a-t-il une dernière question, Jérémy ou Anne? Oui, il y avait quelque chose qui était soulevé par rapport à l'Europe. Et donc, je trouvais ça intéressant de relever cette question. Alors, je la cherche en 2 minutes. Voilà, c'était celle-là. Ah non, ça, tu l'as déjà lu. Il y avait 2 questions qui avaient retenu mon attention. Il y en avait une qui disait il faut une autorité qui mette un terme à la surconsommation. Ça ne viendra pas du citoyen lambda. Oui. Et comme l'autorité, elle n'est pas là pour le bien commun, comment faire? Et il y a une autre question par rapport à l'Europe qui m'avait interpellée. Alors, je te donne les deux en même temps, excuse-moi. Je pense que la question que tu viens de poser, en gros, on a commencé à y répondre tout à l'heure. Voilà. Sur la Constitution, sur les contrôles citoyens. Il faudrait qu'on fasse une émission où on parlerait particulièrement de la façon dont se dérouleraient les débats citoyens dans le cadre d'une véritable démocratie. On n'a plus le temps là. Oui, et quelle est la question sur l'Europe? Alors, il faudrait alors commencer par faire sauter la centralisation du pouvoir et nous pourrions nous autogérer localement. Exit l'UE également, en effet. Oui, il est certain que les traités qui ont été signés tels qu'ils existent sont des traités qui favorisent un certain type d'échange et un certain type de production et un certain type de finance. Et ce ne sont pas des traités, à mon avis, qui auraient pu être construits par des citoyens. Ça a été construit par des gens qui avaient des intérêts à ce que ça fonctionne comme ça fonctionne actuellement. Le problème principal vient de la soumission à la BCE. Je crois que c'est ça que la plupart des gens maintenant regrettent. Et je rappelle juste qu'en 2005, on avait voté non. On avait voté non. Eh oui. Voilà. Il prouve bien qu'on n'est pas en démocratie puisque on nous a complètement floués sur ce vote-là. Et je me souviens très bien personnellement que j'ai voté non. J'avais lu le projet de traité constitutionnel qui nous avait été soumis et j'avais été horrifiée par le rôle qui était dévolu à la Banque centrale européenne. Et je m'étais dit, mais c'est de la folie. Si on laisse cet organisme tout puissant, on va à la catastrophe. Et voilà, on y va. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, la catastrophe, j'aurais tendance à dire, elle est la bienvenue, puisqu'il faut reconstruire la totalité de notre monde. Mais qu'est-ce que j'en pense? Pour la sortie, moi je suis pour la sortie de l'Europe, hein, dans tous les cas. Cette espèce de, enfin, les États-Unis d'Europe, moi ça me convient absolument pas. On est des peuples différents, on a des régions différentes, on a des cultures différentes. Le libre-échange, on est sur une Europe. Alors, effectivement, une Europe sociale aurait été très intéressante. D'une part pour éviter les guerres et pour pouvoir avoir un bien-être commun.
Maintenant, on est plutôt dans une Europe économique. Et c'est ça qui me fait juste vomir, en fait. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre mot. Et puis, la Banque centrale européenne, comme tu dis, a le droit de vie ou de mort sur les États. Il y a juste à voir ce qui s'est passé en Grèce. C'est juste un fait, ou à Chypre. C'est juste complètement dingue. Et il faut, à mon sens, il faut absolument sortir de tout ce système-là. Il faudrait que tout pays européen puisse sortir de ce système. Et pour les Européens convaincus, pourquoi pas réécrire une nouvelle Europe sociale, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les gens qui nous auront suivis auront apprécié d'entendre les témoignages de militants, de gens de terrain. Peut-être pouvons-nous faire un tout petit tour de table pour cette première expérience, que vous nous disiez ce que vous en avez pensé, le fait de participer à cette émission. Amy ? Ouais, moi, alors déjà, je tiens à m'excuser parce que en fait, il y a mon ordinateur qui m'a planté et je tiens mon téléphone à bout de doigt depuis tout à l'heure et j'ai le pouce en feu. Mais franchement, c'est une bonne expérience pour moi à refaire avec un meilleur matos et une meilleure connexion chez moi parce que bien sûr, j'ai pas Internet, hein, c'est comme ça les gilets jaunes. Je tiens à faire un coucou à Christine Bache qui nous regarde, qui a posé une question bien sympathique. Je remercie Kevin. Je me rends compte que on s'est beaucoup vu en manif, mais on n'a jamais eu le temps de discuter. Et puis en fait, on a à peu près la même façon de penser. C'est pour ça qu'on est sur le macadam tous les deux. Sophie, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler, même si ce soir c'était un peu compliqué parce que c'est la première fois et j'ai toujours un peu de mal à parler devant caméra. Anne aussi, je te remercie d'être là en tant que modo avec Manu derrière. Il y a des gens qui sont derrière. Je vous remercie vraiment. Je pense que la prochaine fois, je serai plus au point. J'irai déjà où il y a de la connexion parce que j'ai l'impression de vivre à la montagne. Et même si on changera pas tout ce soir, je pense que de se parler comme ça, c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que, tu vois, Kevin, je t'ai déjà vu, on s'est déjà fait la bise, on n'a jamais discuté ensemble. Bon, toi, t'es plus nanar, t'es plus dans le radical. Moi, je suis plus dans il faut faire avec tout le monde. Mais en final, on s'entend bien et c'est des choses super importantes pour la suite parce que c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas important pendant 2-3 ans à chasuble qu'on va tout changer. Je pense que ça peut prendre une décennie. Et du fait de se faire entendre, d'avoir un pouvoir avec ce RIC ou de se faire entendre pour pouvoir faire pousser ses carottes chez soi tranquillement avec son voisin, je pense que c'est cette démarche-là qui est importante. Merci à toi tous, merci à tous. Merci Amy. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience, de cette première émission ? C'est juste génial parce que on peut dialoguer et je remercie tout le monde. Et oui, effectivement, tu vois, là, on discute entre militants. Avec Amy, on s'est croisés je ne sais pas combien de fois dans la rue. On n'a jamais eu le temps d'échanger. Là, ça permet d'échanger entre nous. Ça permet aussi de partager nos expériences et c'est super important, notre vision des choses, même si on se retrouve quasiment tous parce que on serait pas là en train de regarder ce live ou à dialoguer entre nous. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est qu'ils partagent ce live, d'une part, qu'ils le mettent sur leur mur, que les gens qui ne pensent pas forcément comme eux puissent au moins regarder qu'il y a eu quelque chose ce soir et pour pouvoir au moins un minimum éveiller certaines consciences, même s'ils sont pas forcément d'accord avec nous. Et dans tous les cas, je vous remercie tous parce que c'est un travail juste génial, c'est un travail juste énorme. Et il faut que ça continue et j'espère que ça va être le début d'une belle série d'interviews et d'émissions. Toi aussi, il faut que tu continues. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une cagnotte pour tes frais de justice ? Oui. Alors, il y a une cagnotte qui est pour les frais de justice, mais là, effectivement, je vais remettre en place, on va dire, une cagnotte parce que j'ai encore deux. Ouais, j'en ai tellement. J'ai encore 2-3 procès à venir, mais c'est vrai que je vais remettre une cagnotte en ligne, même éventuellement, même permanente. Pourquoi pour moi, d'une part,
Non, pour moi, d'une part, pour les frais de justice, et on va mettre une cagnotte permanente pour Média Libre de Lorraine, ce qui va nous permettre aussi de nous développer sur d'autres supports, parce qu'on a d'autres ambitions aussi, pour pouvoir vraiment aller vraiment faire de l'information, pouvoir vraiment bosser à 100% dessus, et pourquoi pas se développer sur d'autres supports, mais ça, on peut pas trop en parler pour l'instant. Mais D'accord. vraiment, on va essayer de devenir, on va dire, assez fort, on va dire, en Lorraine, et c'est bien parti pour. Donc, appel à tous les gens qui ont trouvé que le Média Libre de Lorraine, c'était intéressant. Vous pouvez le soutenir. Anne, qu'as-tu pensé de cette première expérience? Je suis ravie, ravie de pouvoir échanger, ravie d'avoir un lien direct avec les internautes. C'était très agréable et je pense que c'est très important qu'on continue ce format de questions directes et de personnes qui sont militantes juste sur le pavé, comme vous dites si bien. Moi, j'ai été militante sur le pavé depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 53 aujourd'hui, donc ça fait quelques années. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce genre d'événement et de mise en lumière, cette mise en lumière des gens qui sont simples en fait, des gens qui veulent juste faire changer les choses. On est très très nombreux, mais on n'a pas souvent la parole. Voilà, Donc, ça... exactement. Et je dirais que Anne sera aussi parfois l'animatrice, hein, parce qu'on va essayer de tourner et d'échanger un peu les rôles pour que ça ne soit pas toujours les mêmes. Voilà. Et puis Jérémy, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je suis toujours là. Jérémy, qu'as-tu pensé de cette première expérience? Je trouve ça... ça fait un moment que je trouve ça extraordinaire que les gens se mettent à parler entre eux sur Internet, en fait, de sujets qui étaient peut-être inabordables avant pour la plupart. Et je trouve ça super. Et merci en tout cas des interventions, des témoignages. Oui, on va continuer, je pense. Voilà. Et je remercie également Manu à la technique qui est à côté de moi et qui s'est formé à toute vitesse pour pouvoir nous faire partager ce moment-là. Je remercie Mira aussi qui nous a donné toutes les indications. Jérémy, Bruce qui ont supervisé un petit peu la mise en place de l'émission. Voilà, j'espère n'oublier personne. Et bien, écoutez, j'espère qu'il y aura une autre émission avec d'autres invités, d'autres thématiques, mais toujours tournant autour du RIC des militants. Bye bye. Bisous. Merci, salut, salut. Salut.